Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Bonjour tout le monde. Donc le titre de ma conférence, quel chiffre utiliser, avec une belle faute d'orthographe de la première slide, c'est bien. Quel chiffre utiliser pour quantifier l'exploitation animale au niveau mondial? Alors pour commencer, je voudrais avoir une pensée pour tous les animaux qui sont en ce moment même dans les élevages ou dans la nature, qui souffrent pour beaucoup d'entre eux. Pour certains d'entre eux, ils ont peut-être des vies un peu plus agréables et qu'on voudrait aider le plus possible et le mieux possible. En général, quand on essaye de mesurer le tort qu'on fait aux animaux, au niveau mondial, on utilise la mesure du nombre d'animaux tués. Je vais en parler plus tard. Je pense que c'est ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui nous... Si on pense que ce qui est important, ce qui est grave dans ce qu'on fait aux animaux, c'est le tort qu'on leur fait et notamment la souffrance qu'on leur fait subir par nos actions, alors le nombre d'animaux tués, c'est un indicateur qui est très imparfait, qui peut même nous faire commettre des erreurs graves quand il s'agit d'aider les animaux le mieux possible. J'ai une conférence là-dessus mardi où je vais expliquer ça plus en détail, et c'est un peu compliqué de le faire très rapidement, mais c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est la souffrance que subissent les animaux. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est la durée de leur souffrance, ce qui va correspondre au nombre d'animaux qui sont vivants à chaque instant dans les élevages. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est les conditions d'élevage et l'intensité de leur souffrance. Donc on va faire une différence par exemple entre un poulet élevé en plein air avec des conditions un peu meilleures pour son bien-être et un poulet élevé en conditions standards dans un élevage intensif. On ne va pas considérer que c'est la même chose. Et enfin, il va y avoir ce qu'on peut appeler le poids moral ou la capacité à souffrir, c'est-à-dire que il est possible, il est probable, je ne sais pas, que tous les animaux n'aient pas la même capacité à souffrir, auquel cas, toutes choses égales par ailleurs, ils auront moins besoin, enfin, on devra accorder moins de ressources à les aider. Alors, je vais quand même commencer par expliquer ce que ça donne quand on regarde le nombre d'animaux tués au niveau mondial. Mais voilà, avec bien en tête que le point principal que je veux expliquer avec cette présentation, c'est que ça n'est probablement pas la bonne mesure pour savoir quels animaux ont le plus besoin d'aide et quels animaux souffrent le plus. Alors, comme il y a des ordres de grandeur très différents des animaux les moins tués jusqu'aux animaux les plus tués, je ne peux pas tous les montrer sur une même slide, donc on va dézoomer de plus en plus. Bon. Alors, donc là, c'est le nombre d'animaux tués par an, en milliards, au niveau mondial. Donc, au niveau mondial, par an, il y a 300 millions de bovins qui sont tués. Je ne vais pas dire tous les chiffres à chaque fois, sinon ça va être long, mais juste pour être sûr qu'on comprend bien comment ça marche. 1 milliard d'ovins, donc les ovins chèvres, moutons. 1,5 milliard de cochons. 6,8 milliards de poules pondeuses. Ensuite, on continue. Les poules pondeuses, cette fois, elles sont tout en bas à droite, donc on les voit quasiment plus. Les poulets de chair sont nettement plus nombreux, 70 milliards. Ensuite, on passe aux poissons d'élevage. Et donc les poissons d'élevage, probablement qu'on n'a pas encore bien, on maîtrise pas encore bien l'étendue du nombre de poissons d'élevage qu'on tue chaque année. Par exemple, il y a récemment eu un post sur le forum de l'altruisme efficace qui expliquait qu'il y avait
chaque année 435 milliards d'alevins, donc c'est des bébés poissons, des poissons très jeunes, qui étaient élevés pour être ensuite donnés à d'autres poissons d'élevage en Chine. Voilà. Au niveau des poissons qui sont élevés seulement pour l'alimentation, 111 milliards, donc c'est tout ce qui est saumon d'élevage, truite d'élevage, mais ça va surtout être dans les pays en Asie, qui vont manger d'autres types de poissons que nous, notamment les carpes, je pense qu'il doit être le poisson élevé en plus grand nombre. Et il va aussi y avoir 92 milliards de poissons qui sont élevés pour ensuite être relâchés dans la nature pour faire ce qu'on appelle du réempoisonnement. On va encore dézoomer un petit peu. Cette fois-ci, les poissons d'élevage sont en haut à droite, 638 milliards toujours. Il y a 500 milliards de poissons d'élevage, avec quand même pas mal d'incertitudes, qui meurent avant d'arriver à l'âge d'abattage souhaité. Donc ce qui est énorme. Pour chaque poisson d'élevage qui arrive entre guillemets à l'âge voulu, il y en a quasiment un autre qui est mort avant. Sur les insectes d'élevage, je le savais en faisant ça, mais mes chiffres ne sont probablement pas à jour. Et ce que Corentin a donné sont meilleurs. Moi, j'avais des chiffres de 2020 qui donnaient 1000 milliards. Mais donc maintenant, c'est entre 10 000 et 30 000 milliards, si j'ai bien compris. Crevettes d'élevage, dont Elisa a parlé, 440 milliards tués chaque année. Ensuite, on passe aux poissons sauvages, qui sont 1600 milliards. Et là, on aimerait que ce soit fini. Mais non, c'est pas fini. Si on regarde les crevettes sauvages, eh ben, elles sont tuées en nombre 6 fois plus grand que l'ensemble de tous les autres animaux dont j'ai parlé avant, avec quand même la vigilance sur le fait que le nombre d'insectes était mauvais. Donc finalement, le nombre d'insectes d'élevage tués chaque année maintenant est très proche du nombre de crevettes sauvages tuées chaque année. Voilà. Donc ça, c'était le nombre d'animaux tués par an. Et donc moi, ce que je pense, c'est que ces chiffres sont trompeurs si on s'intéresse notamment à la souffrance que subissent les animaux. Un indicateur qui est meilleur, c'est probablement celui du nombre d'animaux vivants à tout instant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire combien, là tout de suite quand je vous parle, combien y a-t-il d'animaux qui sont en ce moment même dans les élevages? Alors, là, un truc important à comprendre, c'est que j'ai mis les crevettes sauvages. Les crevettes sauvages, par définition, ne sont pas dans des élevages. Donc quand je dis qu'il y a 2 milliards de crevettes sauvages en ce moment même en train d'être sous influence humaine, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment même, il y a environ 2 milliards de crevettes sauvages qui sont en train d'être pêchées. D'accord? Ça veut dire que là, tout de suite, il y a environ 2 milliards de crevettes qui sont soit prises dans des filets, enfin je ne connais pas toutes les techniques de pêche à la crevette, mais qui sont soit prises dans des filets, qui sont dans des bateaux qui sont en train d'agoniser à l'air libre. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on passe de la mesure nombre d'animaux tués à la mesure nombre d'animaux vivants à tout instant, les crevettes qui étaient de loin l'animal qui prédominait le nombre d'animaux tués, finalement, bah là c'est juste la première slide du nombre d'animaux vivants à tout instant, c'est assez petit. Et le petit bout violet en bas à droite qu'on voit à peine, enfin, on peut même pas voir le nom, c'est le nombre de poissons sauvages qui sont en ce moment même en train d'être sous influence humaine, donc dans des filets, sur des bateaux. Voilà. Donc on voit que vraiment ça change tout en fait de raisonner comme ça. Les poules, ensuite on a les poules pondeuses, on a les poulets, on continue. On a encore une fois les poissons d'élevage, donc poissons pour l'alimentation. Les alevins, c'est-à-dire les jeunes poissons élevés en Chine pour être donnés à d'autres poissons d'élevage, le réempoisonnement, les insectes d'élevage, les crevettes d'élevage, voilà. Donc là, on voit que cette fois-ci, encore de très loin, c'est au niveau du nombre d'animaux vivants à tout instant, ce sont les crevettes d'élevage qui prédominent les calculs. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est la durée de la souffrance des animaux. Alors, en fait, les animaux d'élevage, et c'est assez intuitif, comptent nettement plus parce qu'ils vont passer leur vie entière sous influence humaine, alors que les animaux sauvages qu'on tue en très grand nombre, finalement, ils ne passent qu'un laps temporel relativement court sous influence humaine. Alors évidemment, là, quand on parle de ça, on ne parle que de la durée de la souffrance. Et il faut donc, logiquement, aussi regarder l'intensité de la souffrance. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Il faut aussi regarder l'intensité de la souffrance. C'est-à-dire que, évidemment, un poisson qui est en train d'agoniser sur un bateau de pêche, il souffre probablement plus que, par exemple, je ne sais pas,
une poule pondeuse élevée en plein air, par exemple. Donc même si les poules pondeuses élevées en plein air, globalement, passent plus de temps en élevage que les poissons sauvages, c'est peut-être quand même moralement assez différent. Là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que savoir ce que ressentent les animaux d'élevage ou sauvages dans plein de systèmes très divers, avec même entre différents individus au sein d'un même élevage une vie très différente, c'est compliqué. Il y a le Welfare Footprint Project, dont je parlerai plus dans ma conférence de mardi, qui s'attelle à cette tâche-là, qui, je pense, est très importante, d'essayer de regarder à quel point différents systèmes d'élevage génèrent une souffrance importante chez les animaux. Donc pour l'instant, ce qu'ils ont regardé, c'est les poules et les poulets. À quel point est-ce qu'une poule élevée en cage souffre, à quel point une poule qui n'est pas élevée en cage souffre. Donc ils donnent des chiffres assez précis. Pareil pour les poulets d'élevage. Voilà. Et donc, si on avait plus d'informations sur l'intensité de la souffrance en élevage, on pourrait coupler ça aux chiffres précédents qui donnent la durée de la souffrance. Et les deux ensemble, ça nous donnerait en quelque sorte la souffrance totale subie par les différents animaux. Et pour finir, il faudrait ensuite savoir est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus ou moins capables de souffrir de façon importante ou non. Parce que peut-être, par exemple, qu'une crevette, peut-être que la souffrance d'une crevette est moralement moins importante que la souffrance d'un poulet, parce que peut-être que le poulet a des capacités qui lui permettent de ressentir des choses plus fortes. Et donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de quantifier, donc là aussi c'est très compliqué, c'est de quantifier la capacité qu'ont différents animaux à ressentir des choses élevées, que ce soit en positif ou en négatif. Et c'est ce qu'a essayé de faire un institut de recherche qui s'appelle Rethink Priorities, qui est notamment proche du mouvement de l'altruisme efficace. Et donc ils ont essayé, ils disent bien que c'est un premier travail, qui a beaucoup d'incertitudes, mais ils ont essayé de quantifier à quel point différents animaux pouvaient ressentir des expériences fortes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si les humains, c'est la référence et que ça vaut 1, les cochons, par exemple, ce que les résultats de l'étude de Rethink Priorities disent, c'est que les cochons ressentent en moyenne des choses qui sont 2 fois moins intenses que les humains. C'est-à-dire que si vous infligez 1 heure de souffrance à un cochon, vous pouvez vous dire que... Alors c'est très utilitariste de parler comme ça, je sais bien que ce n'est pas forcément la vision que tout le monde a, donc ça dépend évidemment de vos perspectives morales, même moi je n'ai pas de certitude sur le sujet. Donc infliger 1 heure de souffrance à un cochon, ce serait environ 2 fois moins grave qu'infliger 1 heure de souffrance à un humain, et donc on a ces chiffres qui sont donnés pour toutes les espèces, donc crevettes en bas, shrimp, bees, les abeilles, Black Soldier Flies, c'est les mouches dont parlait Corentin qui sont élevées, des animaux les plus élevés en élevage d'insectes. Et pour finir, si j'ai encore un peu de temps, Mathaï, ouais. Pour finir, on peut aussi regarder ce qui est aussi important, c'est la répartition géographique. Quels sont les pays, les endroits dans le monde où on élève le plus d'animaux? Donc, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de statistiques sur le sujet, donc je vais juste m'intéresser aux oiseaux, donc notamment poulets et poules, et aux poissons. Donc si on commence par les oiseaux, ce qu'on voit, c'est que c'est l'Asie en fait qui domine d'assez loin. Donc Asie de l'Est, ça va être Chine, Japon, Corée. Et puis je connais pas tous les pays. Ces désignations-là, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, c'est ce qu'utilise la FAO. J'ai regardé ce que ça représentait, mais je ne connais pas tous les pays par cœur. Donc Asie de l'Est, Chine, Corée, Japon. Asie du Sud-Est, ça va être Philippines, Malaisie, Indonésie. Asie du Sud, ça va être Inde, Bangladesh. Voilà. Donc on voit qu'en gros, il y a plus de la moitié des animaux, en tout cas des oiseaux d'élevage qui sont vivants en ce moment même, qui sont en fait dans des pays en Asie. Ce qui n'est pas surprenant vu le nombre d'humains qui sont en Asie. Et ensuite, on voit que l'Europe, finalement, c'est que 10% des oiseaux d'élevage. L'Afrique, c'est pas tant que ça non plus, mais ça va sûrement pas mal augmenter dans les décennies qui viennent. Et sur les poissons, c'est encore plus net. Là, il y a carrément un intérêt à juste parler de la Chine toute seule. La Chine élève un nombre incroyable de poissons. Voilà, donc là on voit en fait que c'est vraiment l'Asie qui prédomine de très très loin. Il y a juste l'Égypte qui a environ 2,4 milliards de poissons. Oui, je crois que c'est ça, 2,4 milliards de poissons qui sont vivants à cet instant même en Égypte.
Voilà. Les crevettes, je suppose que c'est aussi pas mal en Asie, mais Elisa saura mieux que moi. Et donc pour conclure, je ne suis pas sûr de ce que ça doit nous... de ce que ça amène en termes de changement stratégique pour le mouvement, de raisonner davantage en termes de souffrance qu'en termes de nombre d'animaux tués. Je pense que les stratégies restent valables. Je pense que par exemple, même si on se dit que la plupart des animaux qui souffrent à l'heure actuelle sont en Asie et pas en Europe, peut-être que ça vaut quand même le coup de se concentrer sur l'Europe, parce que nous on est français, donc c'est beaucoup plus facile d'agir en France. Si l'Europe change, c'est-à-dire si par exemple les mentalités, si la culture européenne change sur la façon dont on traite les animaux, ça peut se répandre dans le monde entier. Si on crée des alternatives, par exemple, je sais pas moi, aux poissons qui sont très appréciés par les Européens, ça peut se répandre dans le monde entier. Si on bannit les cages, par exemple, en Europe pour les poules pondeuses, il y a sûrement un effet qui fait que les compagnies dans le monde entier devront aussi arrêter d'utiliser les cages si elles veulent avoir des débouchés en Europe. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est de un peu changer la façon dont on s'intéresse au problème, d'arrêter de penser qu'au nombre d'animaux tués, de réfléchir davantage en termes de tort et de souffrance qu'on inflige aux animaux, et ensuite de voir chacune ce qui nous paraît le mieux pour aider les animaux avec cette nouvelle perspective-là.